Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce jour 22 juin 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, était au siège du Parlement, précisément à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, pour présenter le programme d'action du gouvernement pour ce quinquennat 2026-2031, conformément à l'article 103 de la Constitution qui stipule, je cite, à son entrée en fonction, le Premier ministre présente le programme d'action du gouvernement. Fin de citation. La plénière de ce jour a été naturellement placée sous le patronage du président de la Chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba. Le chef du gouvernement a décliné l'action de l'exécutif en 20 missions. Et ce soir, au cours de cette tribune spéciale, nous allons en parler avec 4 confrères, en l'occurrence Ernest Blanchard-Dimi, administrateur du groupe de presse Brazanet, Brony Fortunat Ngolali, journaliste à Tcheleka Media, Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier, promoteur de la chaîne en ligne ANTV, et Arsène Séverin, journaliste, promoteur de la chaîne télé CFD Live. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir, Lévi. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Pour commencer, il y a 5 ans, s'acquittant de ce même devoir, le 21 juin 2021, Anatole Koliné Makosso avait décliné l'action du gouvernement en 12 batailles. Et curieusement, cette année, il parle de 20 missions. Quelle différence y a-t-il entre bataille et mission pour le commun des Congolais? Le gouvernement est chaque fois en mission. Ernest? Bon, je crois qu'il faut repartir peut-être juste avant Koliné Makosso. Nous sommes en 2016, quand Clément Mwamba arrive, personne n'a fait Clément arrive comme Premier ministre. Alors, on parle d'un gouvernement de combat. Et parce que quand Clément Mwamba arrive, la situation est catastrophique. Tous les indicateurs sont au rouge. Alors, il fallait donc s'armer d'un certain courage, d'une certaine étoffe. Il fallait donc un économiste, un érudit de l'économie à la tête de ce gouvernement pour essayer un peu de stabiliser au moins, sinon de reconquérir l'essentiel avant d'engager ce qu'on va appeler les 12 batailles de Koliné Makosso. C'était Koliné Makosso 1, le premier gouvernement de Koliné Makosso. Alors, arrive donc Koliné Makosso qui se place dans la continuité, sinon dans la continuation de ce qui a été amorcé sous Clément Mwamba, mais cette fois-ci avec 12 combats bien précis, c'est-à-dire des combats sectoriels bien précis. Les combats, il faut les prendre sous l'angle des batailles, c'est-à-dire des grands défis de manière groupée, alors, auxquels devrait faire face le gouvernement pour stabiliser davantage, parce que là aussi, les indicateurs étaient toujours au rouge, et on les prend donc sous l'angle des combats qu'il fallait mener de manière groupée. Et ces combats, ils les ont menés pendant les 5 ans qui sont partis de 2021 à 2026. Et cette fois-ci, oui, en 2026, donc de 2026 à 2031, voyons qu'ils sont partis, le gouvernement ou le Congo est parti de la récession à la résilience. Et comme il faut partir maintenant de la résilience à la relance, alors il fallait des missions. Les missions, ça paraît ici comme des objectifs bien précis, des objectifs chronométrés, sectoriels, moins groupés, comme par rapport au combat. Les missions, vous les avez comptées, on les a comptées avec le Premier ministre, elles sont 20 au total. Alors, il s'agit donc des objectifs spécifiques qui prennent presque de manière technique, sinon spécifique, permettez-moi la tautologie, des départements ministériels ou des besoins des populations. Vous avez par exemple une mission qui est relative aux ressources financières du pays, à la ressource publique, à l'argent. Vous avez les objectifs liés, par exemple, à la situation de l'accès à l'eau et à l'électricité. Donc, la différence se situe à ce niveau. Là-bas, c'est des batailles plus ou moins groupées. Ici, c'est des thèmes ou des éléments bien précis qui sont plus sectoriels et moins groupés que lorsque nous étions en 2016 ou 2021. Partagez-vous le même avis?
Ou peut-être pas pour répéter les mêmes mots, mais peut-être pour dire différemment les choses. Je crois qu'en très peu de mots, on peut dire, lorsque le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, en 2021, parle des 12 batailles, je crois peut-être, étant avant porte-parole, directeur de campagne adjoint, porte-parole du président de la République, qui connaissait donc le projet de société. Il a fait une déclaration déjà à Pointe-Noire, puisque c'est de là qu'il a été nommé. Il dit, on va restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est de lui quand même. Mais parce qu'il était dans le giron, donc il connaissait les problèmes, il connaissait les difficultés. Et donc, un peu comme pour régler les problèmes du pays en tant que Premier ministre, parce qu'on cherchait justement l'oiseau rare, l'homme qui pouvait apporter les solutions. Et donc, il a considéré tous les problèmes comme étant des batailles. Il les a constitués en 12 et il a proposé des solutions. Et on a vu à la fin du mandat, il a dit le bilan était plus ou moins positif, largement positif. Là, en 2026, on parle de mission. C'est beaucoup plus peut-être rattaché au président de la République qui donne les missions à son gouvernement. Et lui, il est exécutant avec les membres de son gouvernement. Là, ils sont en mission cette fois-ci. Mais ne perdons pas de vue que chaque fois, c'est le président qui nomme un Premier ministre, qui présente l'action du gouvernement, et cette action découle du programme de société à la base duquel le chef de l'État mais dans la rhétorique, il faut intégrer justement cette différence. Brony Fortunate, quelle différence faites-vous entre 12 batailles et 20 missions? Vous savez qu'en politique, les mots, on les choisit au hasard. Il y a toujours un message derrière chaque mot, derrière chaque phrase. Et si vous le comprenez très bien, je peux résumer donc bataille et mission. Quand on parle de bataille, en réalité, on veut dire qu'il faut résister aux crises. Parce qu'on est dans un contexte, les autres l'ont dit, très difficile, dans presque une situation apocalyptique. On n'a presque pas d'espoir. Tout était au rouge. Et donc, il fallait mettre en place une équipe ou encore une stratégie pour résister à cette crise-là. Mettre les réformes. Vous allez vous souvenir, quand le Premier ministre en 2021 présente les 12 batailles, il pose les conditions. Donc ce sont les conditions. Le Congo n'aura pas un avenir prospère si on ne fait pas ça, sans une population en bonne santé. Il pose les conditions pour permettre au pays de sortir de cette crise-là. Et cette fois-ci, nous sommes dans des objectifs. En réalité, on est, comme j'ai envie de dire, on part donc de la résistance aux crises, au changement du quotidien. Donc on va vers le changement du quotidien. On est maintenant dans les actions beaucoup plus précises où il vous dit nous allons finalement faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire telle chose. Donc la différence à mon avis, ça se trouve à ce niveau. Résister aux crises, la situation était difficile et là maintenant on s'engage réellement à changer parce que quand on regarde un peu la situation macroéconomique par rapport à hier, le Premier ministre l'a rappelé dans ses chiffres. Déjà, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, le budget en 2021 est autour de 1887 par là. Aujourd'hui, nous sommes à 2550, donc en 2026. Vous avez constaté quand même que les choses ont beaucoup évolué. Et même quand on parle de la dette hier, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, on est parti donc de 2021 qui était autour je passe sous le contrôle d'Alphonse Dongo, qui était autour de 111,11% de dette. Nous sommes aujourd'hui, selon le gouvernement 92, le Premier ministre l'a rappelé, et selon le FMI 87%. Donc, on a sur les chiffres, sur papier, on va vers une stabilité économique et financière. Ça, c'est sur les chiffres. Et c'est pour cela que finalement, par rapport à ces opportunités offertes aujourd'hui par la situation macroéconomique et financière, le Premier ministre pense finalement, sinon le Président de la République, mais qu'il faut maintenant poser les actions. Alphonse, bataille, mission. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a corrélation entre la bataille et la mission. C'est vrai qu'on était dans une approche un peu holistique, où on parle de 12 batailles, mais il faut voir ça sur un plan un peu plus global. Il s'agissait, n'est-ce pas, dans le cadre de la bataille, c'est justement être dans la résilience. Et la résilience a conduit aujourd'hui à ce qu'on est en train de projeter comme croissance, donc ce qui fait partie de la mission. Donc la bataille, on peut dire, de la résilience a été gagnée. Sur le plan économique, on peut de manière linéaire lire. On était dans un taux de croissance de moins de 6% en 2020, et puis on passe un peu en 2021 toujours à moins 1,14%, et puis une évolution 3%, 3,6%, et
Aujourd'hui, on est dans une projection de croissance, sinon il faut parler d'émissions, qui devrait se situer pratiquement à 5,5%. Même là encore, une petite discussion sur le plan statistique, parce que le Comité national économique financier, lui, il projette 5,3%, tandis que dans le discours du Premier ministre, on parle de 5,5%. Donc, on peut dire qu'il y a quand même, de manière cohérente, n'est-ce pas, le fait qu'on parle des batailles, même si au départ on parlait de 12 batailles, mais moi je vois les choses sur le plan un tout petit peu global. C'est-à-dire qu'un pays qui a des indicateurs qui sont au rouge, les indicateurs macroéconomiques, les agrégats, comme l'ont dit mes confrères, étaient au rouge. Et on a pu relever la pente pour se situer donc dans cette première bataille gagnée, la bataille de la résilience. Et maintenant, on est dans une approche qui nous conduit à parler dans les mois, dans les années à venir, de relance économique avec les taux de croissance qui sont projetés. On était aussi, il faut le reconnaître, s'il faut parler de l'endettement pour ne pas dire la même chose, on était quand même à un taux d'endettement du PIB qui était de 111,1%. Donc largement au-dessus, n'est-ce pas, de critères de convergence dans la zone CEMAC qui ne voudraient pas que ça excède 70%. Bon, et puis on est passé à 116. Là, nous sommes en 2021. S'il y a donc même une croissance du taux d'endettement, 116,2%. Le Premier ministre parle de plus de 92% du niveau d'endettement du Congo par rapport au PIB. Bon, mais on regarde quand même de manière linéaire, c'est ça qui est bien en économie parce qu'on ne trompe pas. C'est pourquoi je parle de corrélation. Je pense que c'est bien pensé. Le gouvernement a 5 ans pour réaliser ses 20 missions et les 20 missions ne sont réalisables que si les fonds sont disponibles. Aussi, la première mission énoncée par le Premier ministre chef du gouvernement est bien la mobilisation des ressources financières publiques additionnelles à travers, entre autres, la réforme de la fiscalité, la mobilisation des financements innovants, la valorisation des ressources naturelles et un possible recours au FMI. Qu'en pensez-vous, Arsène? Il faut aller vers des réformes fiscalo-douanières et le Premier ministre espère avoir jusqu'à 5 000 milliards par année pour les recettes dans ce secteur, donc des impôts et d'autres taxes. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit juste un simple slogan. Parce qu'on le dit depuis la campagne l'élection présidentielle qu'il faut des ressources additionnelles pour pouvoir bonifier ou booster les acquis qui ont été obtenus pendant les 5 dernières années. Les financements innovants, peut-être avec les partenaires publics et privés, là aussi, les partenaires internationaux, multilatéraux qui vont arriver dans le pays ont besoin d'un certain nombre de garanties. Et c'est ces garanties qui dépendent de notre comportement vis-à-vis de l'argent, dans la gestion de la finance publique, les choix de la dépense et tout ça, ça dépend justement de ce que les gestionnaires publics, de ce que même les consommateurs vont afficher comme comportement. Aujourd'hui, j'apprends par exemple que des partenaires internationaux veulent venir investir dans le secteur de l'électricité, mais tant que les réformes sur la Société nationale de distribution d'électricité n'ont pas abouti, ben les gars, ils n'apporteront pas de l'argent. Ça, c'est des financements comme ça qu'on peut aller chercher à mener, mais il faut. J'ai suivi le Premier ministre qui disait qu'il y aura des efforts, qu'on va améliorer le climat des affaires dans le pays. Je crois que tout cela dépend de ça avec des financements innovants. Mais sinon, bon, il ne faut pas aussi que si on mise sur les recettes fiscalo-douanières pour aller jusqu'à 5 000 milliards de francs CFA, mais il ne faut pas qu'on serre la vis en créant des taxes, en créant des multiples taxes dans le pays, parce qu'après, l'impôt tue l'impôt. Même si aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais après, je vois quand même qu'en dehors du pétrole, on pense que les minéraux peuvent apporter de l'argent, les ressources naturelles, le bois, les mines et tout ça, parce que ces ressources naturelles apportent quasiment rien. 10 000 milliards peut-être l'année, mais c'est quoi 10 000 milliards? Quasiment rien. Il faut peut-être beaucoup plus de rigueur et de discipline pour lever assez de financements dans ces secteurs, parce que les financements additionnels, on en a besoin. Fortunate. Oui, il faut savoir que c'est la promesse du président de la République dans son projet de société, hein, parce qu'il promet de lever à peu près 5 000 milliards chaque année.
Mais avec déjà la création de quelques taxes, quand on regarde la loi de finances de 2026, il y a déjà à peu près 3 taxes qui sont créées, sinon plus. Vous avez la taxe sur les terminaux à SIM, vous avez la taxe sur la pollution, vous avez également la taxe sur la redevance sur les crédits carbone. Déjà pour permettre au gouvernement d'avoir cet argent. Mais ce n'est pas du tout réaliste, c'est ce que je pense, parce que dans les conditions actuelles, quand on sait que le vrai problème, ce n'est pas en réalité, puisque le Premier ministre parle même d'un circuit complexe dans les impôts, dans le régime financier, d'un système assez opaque, assez poreux, donc finalement l'argent va dans les poches des gens, mais c'est un problème, à mon avis, qui relève de la souveraineté nationale dont on parle tout à l'heure, la restauration de l'autorité de l'État. C'est une question de volonté politique. C'est même au-delà des simples réformes. Parce que s'il n'y a pas une réelle volonté politique pour remettre ou donner à la justice son indépendance afin de lutter réellement contre la corruption, il serait difficile. On peut aujourd'hui parler de la digitalisation. Je pense que ce n'est pas réalisable avec le budget actuel. Peut-être sur 5 ans à peu près. Ce n'est pas réalisable sur 5 ans. Ne pensez-vous pas que le fait que le Premier ministre en parle comme mission du gouvernement, que le gouvernement ne se soit pas donné les moyens de lutter efficacement contre les détournements de fonds? Regardez le budget actuel. Près de 1500 milliards de ce budget, près de 60% de ce budget va dans le fonctionnement de l'État. Et il est prévu encore que cette année, que l'État aille vers les créanciers pour emprunter à peu près 1240 milliards de francs CFA pour payer une dette annuelle, cette année, 1470 milliards, je pense. Et donc, vous constatez qu'il va manquer l'argent dans ce qu'on va emprunter. Qu'est-ce qu'on fait? L'excédent budgétaire qu'on devait garder pour régler d'autres problèmes du pays va donc se servir de rembourser les dettes. Donc, on n'a pratiquement plus rien dans le budget 2026 pour faire quoi que ce soit. Déjà, l'investissement, on est autour de 567 milliards par là, mais 45% viendra encore de l'extérieur, des dettes et des dons. Donc, vous comprenez que cette année, il n'est pas possible, même quand on regarde le budget alloué au ministère des technologies, des télécoms et tout ce qu'il faut, ce n'est pas possible qu'on parle de la digitalisation cette année, donc de la lutte pour la transparence au sein des régies financières. Donc c'est pour cela que je pense aujourd'hui, ce qu'il faut, ce qui peut marcher aujourd'hui, c'est de la volonté politique. C'est réellement que le président décide réellement de donner à la justice, à tous les instruments qui ont été mis en place, ALC et tout ce qu'il faut, de mener réellement en toute indépendance leur travail. Et vous constaterez que si les uns les autres qui sont traqués, qui sont soupçonnés de détournement ou autre, sont interpellés, jugés, on a vu au Sénégal. Le Sénégal n'a pas mis les réformes comme il faut pour pouvoir, j'ai envie de dire, recevoir les caisses du Trésor, à peu près 900 quelques milliards de francs CFA, juste parce qu'à un moment donné, on a dit, vous devez remettre l'argent, on doit traquer tout ce qui détourne. Donc, pour cette question aujourd'hui, la digitalisation, c'est ce qu'il faut, ça va s'imposer à nous, mais pour le moment, surtout 2026, c'est d'abord et avant tout la volonté politique. Alphonse, le gouvernement n'exclut pas un possible recours au FMI. Cela est-il nécessaire selon vous? Bon, c'est une question importante. Je sais que lorsqu'on parle du FMI, beaucoup de gens frémissent parce que le Fonds monétaire a souvent dans ses politiques proposé des solutions qui ne font pas toujours le bonheur des populations les plus démunies, c'est-à-dire les gains petits. Mais la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut noter que nous sommes obligés de solliciter le Fonds monétaire international pour des raisons. Il y a d'abord sur le plan global, c'est-à-dire de la sous-région, tous les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale sont obligés de solliciter le FMI, afin d'être sous programme. Pour des raisons tout à fait connues. Vous savez qu'il y a eu un récent sommet ici en janvier dernier qui a été suscité par le Fonds monétaire international, juste parce que tous les États de la sous-région ne veulent pas se mettre au même rythme de coordination dans la mise en œuvre des réformes. Et cela nous expose, si on ne met pas en œuvre ces réformes, eh ben, cela peut nous exposer à une dévaluation du franc CFA. On en a échappé à Yaoundé, je crois, en 2019. Ça a chuchoté lorsqu'il y a eu le sommet ici à Brazzaville. Et puis bon, le FMI nous a demandé, écoutez, mettez en œuvre ces réformes pour que tous les pays soient au même niveau. Il y a des pays qui n'ont pas voulu jusque-là vraiment suivre ces instructions, notamment la Guinée équatoriale, je ne crée pas d'incident. Le Gabon qui traînait s'est mis, n'est-ce pas, en bon ordre. Le Congo l'a toujours fait, on l'a vu avec
le dernier programme de facilité élargie de crédit. Donc, sur le plan d'abord sous-régional, il faut que nous soyons, n'est-ce pas, sous programme. Maintenant, il y a des problèmes spécifiques à notre économie et je pense que quand on observe, quand on lit le discours du Premier ministre, on s'en rend compte avec, n'est-ce pas, une faible mobilisation de recettes fiscales, ce qui justifie justement le fait qu'aujourd'hui, on veuille poser le pied sur l'accélérateur pour essayer, n'est-ce pas, de donner une certaine cadence dans le cadre de la mobilisation des recettes qui échappent vraiment beaucoup à l'État, c'est-à-dire des recettes hors pétrole. Nous avons tous ces problèmes. Le Premier ministre, quand on suit son discours, il a parlé de payer, n'est-ce pas, les institutions à budget de transfert, de payer régulièrement les pensions, bref, de faire fonctionner l'État. On a besoin d'argent. Et comme nous n'arrivons pas nous-mêmes à mener des réformes, parce qu'un pays qui est dans une certaine souveraineté, dans une certaine dimension de souveraineté, peut bel et bien se passer du FMI. Ça, il faut le reconnaître, il y a des pays qui ont réussi à mettre sur pied des programmes. Lorsqu'on a été en but à des difficultés très importantes, nous avons fait recours au FMI pour, n'est-ce pas, à accéder à ce qu'on a appelé l'initiative pays pauvres très endettés. Bon, cela nous a donné un certain oxygène qui a permis que nous soyons plus endettés, que nous ayons, n'est-ce pas, un peu plus de souffle. Et donc, il faut voir ça dans ce sens, dans le sens de l'assainissement des finances publiques, dans le sens où cela va nous permettre évidemment de renforcer notre capacité de mobilisation. Le Fonds monétaire international est aussi une nécessité pour nous, parce que c'est lui qui nous donne une certaine note qui permet que notre signature soit de qualité. Et lorsqu'elle est de qualité, nous pouvons donc bénéficier, n'est-ce pas, de l'appui financier des bailleurs de fonds bilatéraux. Ça peut être la France, la Chine, bref, les États-Unis. Et multilatéraux, parce que la Banque mondiale est obligée d'emboîter le pas, tout comme l'Agence française de développement. Le Premier ministre l'a dit dans son discours, absolument. Mais c'est juste pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu comment ça fonctionne. Parce que le monde d'aujourd'hui, vous êtes coté, vous êtes qualifié par une institution de renommée comme le Fonds monétaire international, dont personne ne doute, n'est-ce pas, du rapport. Leur point de vue, leur appréciation compte. Si nous voulons aller sur le marché financier international, comme nous levons les eurobonds, eh ben, les experts, les investisseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, ils vont consulter le rapport du FMI. Donc, c'est tellement important pour nous, puisque nous sommes à la recherche des fonds. Le Premier ministre, en parlant de mobilisation de fonds, a parlé des fonds internes, notamment la fiscalité et tout ce qui s'ensuit, mais aussi sur le marché financier international. Ce qui n'est pas mauvais, hein, parce que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin dont on parle aujourd'hui, tous, le Kenya, vont sur le marché financier international. Mieux nous avons une bonne signature, parce que le Fonds monétaire international nous aurait accordé un satisfecit, selon le jargon du milieu, qui signifie que nous sommes des gens quand même conformes, eh bien, mieux nous allons emprunter à moindre coût. C'est-à-dire que le taux que les investisseurs nous appliquent sera certainement moins que ce que nous avons aujourd'hui. On nous dit que c'est 10%, mais parfois c'est au-delà. Voilà, parce que notre signature n'est pas vraiment bonne. Hein, donc, c'est pourquoi je voulais quand même apporter ce rajout. J'aimerais qu'on parle de la valorisation des ressources naturelles. Ça fait partie des leviers énoncés par le Premier ministre pour mobiliser justement ces fonds additionnels publics. Ernest? Oui, la valorisation justement des ressources. Je vais parler des ressources minières aussi, mais parlons un peu des ressources naturelles comme le bois. Le bois est une richesse très importante dans notre pays, mais quand vous regardez les compteurs, quand vous regardez ce que le bois, les registres, ce que le bois rapporte dans notre pays, c'est dans le budget, c'est après quelque chose, alors que les grumes sortent, il y a une transformation locale, plus ou moins. En fait, il y a de la valeur ajoutée quand même. C'est vrai, le taux de déforestation chez nous est autour de 1%. On s'est dit, on n'est pas quand même un pays de grande déforestation, donc le bois est toujours là, sur place, mais il y a coupe de bois. Chaque année, l'État donne des permis d'exploitation à ces sociétés-là, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Mais ça devait rapporter grand-chose, et pour le bois qui est coupé, et pour les impôts forestiers. Donc, je crois, là, il faut beaucoup de
de mécanismes pour regarder comment les choses marchent. Maintenant, sur les mines, là aussi, lorsque vous regardez le budget du département ministériel concernant les mines, il y a plus d'argent que ce qu'on attend, ce que les mines font rentrer dans le budget de l'État. C'est quand même un peu aberrant. Ils demandent des milliards, mais après, vous voyez, ils sont à moins de 500 millions de francs CFA d'inscription budgétaire. Je crois que là, il faut régler. Peut-être, il y a la valorisation. Quand on parle de la valorisation, vous avez les mines de potasse. Aujourd'hui, on a donné un peu à Dangote et peut-être à un autre opérateur. On peut arriver à la fabrication des engrais qui peut être servi à notre agriculture sur le plan interne, tout comme à l'exportation, ça peut être également servi. On peut avoir de la valeur et de l'argent qui peut entrer. Je crois le gouvernement a intérêt, il y a les polymétaux dans le pool, dans la Bouenza. Aujourd'hui, il y a une grande activité quand même dans le pool, les Chinois et d'autres qui travaillent là, et ceux qui donnent de permis. C'est une situation quand même assez paradoxale quand on voit qu'il y a une grande activité minière dans le pays, mais sur des inscriptions budgétaires, il n'y a pas assez d'argent. Le président de la République, en relançant les potasses de Mengo et un peu dans la zone de Pointe-Noire, on a parlé de ça, mais peut-être aussi des grandes mines dans les zones de Mayoko, dans les zones du Niari, forestier et tout ça. Je pense que si on met un peu de sérieux, puisque c'est de ça qu'il s'agit maintenant, on met un peu de sérieux, je crois les ressources naturelles quand même, en dehors du pétrole, vont valoriser. Et c'est là où on parle de la diversification de l'économie aussi. Le président de la République vient de promulguer un nouveau code minier qui octroie beaucoup plus d'avantages à l'État congolais. Oui, mais après, je pense qu'à mon avis, la valorisation de ce secteur passera, à mon avis, par la transformation locale. Alors, si il a un État qui exporte tout sans rien transformer, doit s'attendre à ce que son économie reste précaire. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement... Déjà, les intentions sont bonnes. La vision qu'a présentée le Premier ministre aujourd'hui, on comprend, comme il en a fait il y a 5 ans ou 6 ans, que si nous ne faisons pas ça, on va pas atteindre tel objectif. Donc aujourd'hui, les intentions sont bonnes, les projets présentés sont réellement les projets, si l'État, le gouvernement réussit à les mettre en œuvre, pourrait, à mon avis, conduire le pays vers ce qu'on veut réellement. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre en place des réels mécanismes pour transformer le local. Il en parle d'ailleurs dans son discours, il en parle, il faut valoriser le local, il faut voir comment le transformer. Si on ne peut pas, on continue à exporter le pétrole brut et importer le produit fini qui nous coûte encore beaucoup plus cher, nous donnons du travail, on crée les emplois à l'extérieur pour les autres, mais pas pour nous. Et si on continue, nous, alors qu'il est exigé de transformer le bois sur place, et si on ne peut pas ouvrir les industries, les écoles de formation à travers donc, les zones où nous avons des forêts et tout ce qu'il faut, comme les Fondo, Isso et même dans le Kulou, on ne peut pas espérer se développer si rien n'est fait sur place. Donc la valorisation passe aussi par la transformation au niveau local. Et si nous arrivons à transformer notre bois et qu'on commence à tout fabriquer sur place, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est meubles et tout ce qui va coûter moins cher pour la population. Si on produit et on transforme le pétrole sur place, nous n'attendrons pas que le pétrole vienne de l'extérieur, le produit fini. Nous n'attendrons pas à importer le gaz, vous savez. Aujourd'hui, le plus grand combat, à mon avis, c'est lutter contre la corruption pour avoir beaucoup d'argent, transformer le local pour donner plus d'emplois au niveau local, parce qu'aujourd'hui, la dette intérieure est énorme, c'est plus que toutes les dettes, je pense que c'est cela. Et si on ne résout pas ce problème, si on s'endette que pour payer les dettes, que si on s'endette pas pour financer l'investissement, financer le développement du pays, il ne faut pas s'attendre à ce que réellement qu'on sorte de cette crise. Moi, je voudrais plutôt abonder, peut-être pas dans le même sens, mais juste faire comprendre que c'est là où, au-delà de l'audace ou du courage du colonel Makosso, il faut plutôt reconnaître le fait que lui, alors, il a parlé de la nécessité de poursuivre les réformes qui ont été engagées, parce que toutes n'ont pas été mises en œuvre et certaines ont monté leurs limites, d'où leur recalibrage, afin
que les effets escomptés se produisent sur le terrain. Concernant la transformation sur place des ressources naturelles, la loi, les textes existent, les intentions sont là, mais sur le terrain, il y a eu, par exemple, des difficultés. Et autant il a insisté, l'électricité, oui, il a dit, les réformes ont été engagées, mais nous allons les poursuivre. Je vais le paraphraser, peut-être pas avec ces mots, mais avec ma compréhension, que les réformes engagées dans le sens de la concession des barrages hydroélectriques vont s'exécuter et le gouvernement y tient. Et là, si réellement ça se tient et qu'il y a un changement, alors la question de l'industrialisation aurait trouvé donc un répondant. Voilà pourquoi je crois que tel que présenté, le programme d'action gouvernementale ne doit pas être pris dans un intervalle d'une année. C'est sûr. 5 ans après, il y aura encore une évaluation, comme cela a été fait dans un bouquin à la fin du quinquennat qui est fini. Et au fur et à mesure qu'on voit les faiblesses, on les corrige, qu'on voit les manquements, on les amende pour que chaque jour ou chaque chose qui est mise en œuvre puisse être bénéfique pour la population. Prenons le cas, tel qu'il a parlé, des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité. Il a parlé également du carburant. Donc, c'est des problèmes qui sont connus, que nous vivons, mais que les gouvernants aussi vivent. Et ils en sont conscients. Alors, si ils en sont conscients et ils ont mis cela dans les missions, les 20 missions qui sont pour le gouvernement qui commence actuellement, ça veut dire que les intentions sont là, mais tel que vous avez dit également, il faut plutôt aller au-delà des intentions, au-delà des constatations. Maintenant, il y aller sur le plan de l'action. Et une mission, ça relève plus de l'action que de la théorie. Les missions sont connues, les hommes sont là, le canevas est tracé. Je crois qu'il ne reste plus qu'à se mettre à l'œuvre pour que la situation des Congolais change. Voilà ce que je voudrais compléter, Madame Lévy. La redynamisation de l'économie nationale, la priorisation de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que la création des emplois en plus grand nombre courant ce quinquennat. Le pays a-t-il les moyens pour parvenir à ses ambitions ? Oui, le pays peut se donner des moyens, on le lit à travers le plan d'action du gouvernement, même si parfois dans ces projections, on peut se demander est-ce que le gouvernement, en établissant un taux de croissance à 5,5% par exemple pour cette année, est-ce que c'est vrai ? Puisque je vous rappelle, le Fonds monétaire international, dans le cadre de la crise que nous vivons entre les États-Unis et l'Iran, a revu tous les taux de croissance des pays, si bien que le nôtre est passé de 5,3, moi je préfère donner le chiffre du CNF, à 2,8%. Donc ce sont là parfois des indicateurs. On n'a pas aussi évalué le coût que supportent par exemple les agents économiques par rapport au manque d'électricité, les problèmes d'eau et même de carburant, parce que cela vient un tout petit peu gréver leur budget, n'est-ce pas, de fonctionnement. Donc, ce sont des choses qui sont telles que, quand nous regardons, on dit, le gouvernement a tracé les sillons, il y a des projections qui sont faites, nous souhaitons que ces projections arrivent à bon port, mais maintenant, il faut parfois aussi être réaliste. D'où la nécessité, comme je pense le Premier ministre l'a dit, de compter sur le partenariat public-privé, qui est un instrument très important dans le cadre du financement de l'économie. Ce sont des choses, vous appelez les privés, ils viennent, n'est-ce pas, clé en main, avec les études que vous menez, par exemple, investir dans un secteur. Cela permet à l'État de ne plus chercher des financements extérieurs pour, n'est-ce pas, assurer le saut qualitatif en infrastructure. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Tout maintenant dépend des moyens et du sérieux que l'État va mettre. Et non le Premier ministre qui a les 20 missions. Maintenant, il faut voir les choses sur le plan global. C'est de réussir la mission, laquelle ? La mission de la relance économique du Congo. Mais on ne peut pas réussir cette mission si on n'a pas d'électricité en quantité et en qualité. Si tout le temps qu'on sort, on n'a pas de carburant, ça crée des surcoûts avec des gens qui font la spéculation en vente de produits pétroliers. Vous voyez, le pays s'arrête. Donc, il faut que le gouvernement mette du sérieux, je le sens,
il y a eu le Premier ministre qui parle de reconcession, des barrages, que cela va éventuellement, mais ce n'est pas ça qui compte. Au-delà des barrages, il nous faut une production d'énergie pour que la vraie industrie puisse démarrer, pour que vraiment tout soit enclenché. Il nous faut 3000 MW. Il faut relancer le barrage de Sounda. Le Premier ministre l'a dit, mais on a toujours vu des gens se bousculer, dire que oui, il y a un partenaire chinois, ça a été signé, il va s'installer, et puis finalement, rien ne s'est fait. Ça montre qu'il y a un problème d'attractivité de notre pays. Il faut analyser tout cela, et l'attractivité renvoie à tous ces problèmes qu'on évoque ici, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Vous avez une institution qui lutte contre la corruption, on a l'impression que c'est une lutte cosmétique. Enfin, c'est pas vraiment la vraie lutte, c'est le petit, je ne sais pas, voleur de poules, mais il faut qu'on aille vraiment dans la vraie lutte contre la corruption, et que ce ne soit pas seulement les voleurs de poules qui nous soient présentés comme étant des corrompus ou des corrupteurs. Pour compléter, abonder dans le même sens qu'Alphonse, moi je pense que le Congo a suffisamment de moyens pour mener à bien sa politique de développement. Il y a deux pesanteurs, à mon avis, qui posent problème aujourd'hui, qui étranglent le gouvernement. Il y a la dette. Voilà, la dette, puisque la dette, aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est pratiquement 57% du budget de l'État congolais. Donc si on ne prend que le budget sans aller encore s'endetter, on va tout prendre pour les dettes. Après, vous avez la pression sociale. Face à la pression sociale, à un moment donné, le gouvernement, parfois, est obligé d'agir pour telle chose. Sinon, aujourd'hui, le FMI, le Premier ministre l'a dit clairement, aller repartir vers le FMI ou bien continuer avec le FMI, on peut le comprendre comme la volonté du gouvernement de vouloir mettre de l'ordre dans sa gouvernance. Ça peut s'expliquer de cette manière parce que le FMI ne vient pas vous donner tout sur un plateau d'or. Le FMI vient avec beaucoup de conditions et pour vous amener à mieux gérer vos finances, à ramener votre économie à un niveau acceptable. Donc, c'est aussi une volonté d'accepter, c'est une manière de dire, nous voulons de cette rigueur-là, nous voulons réellement que les choses changent, c'est pour cela que nous voulons poursuivre avec le FMI. Parce qu'il a dit lui-même que c'est grâce aussi au FMI, il faut le savoir, que le Congo a pu quand même surmonter la crise de 2021 jusqu'en 2025. Et si on n'avait pas le FMI, la situation aurait pu être beaucoup plus compliquée. Oui. Donc, c'est la volonté manifeste de vouloir mettre de l'ordre dans sa gouvernance. Mais seulement, il faut que le gouvernement regarde de fond en comble, puisque la politique aujourd'hui, c'est de vouloir refinancer la dette, vouloir allonger les périodes de remboursement. Il faut le reprofilage. Et donc, il faut aller vers ça pour permettre à un moment donné que le Congo fasse les économies pour son développement. Si on ne le fait pas, ça va être très compliqué parce que la dette continue à étrangler, puisque tout ce que toutes les recettes qui entrent, c'est pour les dettes, c'est en réalité, ou encore il faut aller s'endetter pour payer d'autres dettes. Donc le cercle vicieux ne nous permet pas réellement d'investir librement et de réaliser tous les projets. Donc ça va être compliqué. Donc il faut regarder comment mieux gérer la dette et regarder comment faire face à la pression sociale pour que finalement, puisque la population ne va pas attendre, les 20 missions, et si on comprend mieux, ce n'est pas les missions à réaliser en 5 ans, ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Premier ministre dit aux députés, c'est ce qui est même bien, il associe cette fois-ci la population dans la mise en œuvre, sinon du PND. On va donc tous ensemble, cette fois-ci, on associe la population, ça ne sera plus l'affaire du gouvernement seul, qui s'assoit avec ses experts, mais cette fois-ci, on veut faire avec la population. Désormais, le PND va être conçu avec la population. Donc, certainement, les députés qui connaissent mieux la réalité des citoyens vont dire au gouvernement, au lieu de privilégier, par exemple, tel ou tel projet, nous, on peut aller rapidement sur ça et ça va nous coûter peut-être moins cher que d'aller sur les 20. C'est ce qu'il a dit. Il faut faire le choix des priorités. Parce que souvent, on confond l'urgence avec priorité avec l'urgence. On peut être dans l'urgence, mais ce n'est pas une priorité. C'est quand on peut être dans la priorité, mais ce n'est pas une urgence. Mais le Premier ministre veut finalement qu'on aille sur les vrais projets. Donc, parmi les 20 missions, il y aura certainement des projets ciblés qui vont réellement toucher le cœur de la population pour aider le pays à sortir de ce marasme. Mais pour la dette, il faut noter que la dette avec les traders est en train d'aller vers la fin. Donc, je pense qu'il y aura des ressources qui vont certainement provenir. D'accord. Parmi les 20 missions, il y a l'amplification de l'aménagement du territoire, la dynamisation de la diplomatie économique, l'intégration économique régionale et sous-régionale,
ainsi que le développement intérieur et l'intégration économique. Bon, je crois qu'il faut déjà prendre cette mission comme l'une de celles qui sont déjà amorcées. Nous avons vu l'accord signé entre le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya et le vice-premier ministre de la RDC Jean-Pierre Mbouba sur, par exemple, un programme d'intégration sous-régionale et qui développe aussi le plan route-rail. Alors, on nous parle également de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Sillon. On se souvient, je crois que c'était le 27 février ou le 26 février dernier ici. Alors, nous avons donc des projets comme ça, dont certains sont déjà en cours d'exécution, d'autres sont encore à l'étude ou avancent encore vers leur réalisation. Alors, mais on peut ajouter également le lancement des travaux du corridor 13. Effectivement, tout cela pris dans le lot. Alors, il faut prendre ça également comme une ambition plus déterminée ou déterminante dans la mesure où c'est tout un département ministériel confié à un vice-premier ministre qui s'en occupe, c'est Georges Bouya, qui est chargé de l'aménagement du territoire, des infrastructures, tout ça. Alors, on voit que c'est comme un nouvel élan qui est pris, mais est-ce que, tel que c'est pris, les moyens sont disponibles? Et c'est ça la grande bataille. Fortuna l'a dit au début ici, c'est le PND. Le PND arrivera à la fin. Or, dans le PND, on aurait pu savoir que ce projet, on va le réaliser avec tel moyen, ça va nous coûter tant et sur telle période, ça va nous 2027-2031 qui va arriver là. Voilà, mais c'est ça. Ça va plus que la présentation du programme s'est faite avant le PND. Donc c'est juste cela. Mais en gros, il faut reconnaître que la volonté est là, les projets sont là et la détermination également est là. On croit que les moyens sont également là pour que ce qui est prévu de manière globale dans le programme qui est présenté se réalise finalement au-delà, on va dire ici, de la détermination. Donc c'est juste peut-être un problème de moyens et puis de reprofilage aussi de certains projets qui pourraient se poser. Mais en tout cas, je crois que ça ne devait pas trop poser le problème, même si on a des projets qui peuvent aller sur 5 ans, au-delà de 5 ans, mais quand on aura déjà amorcé, atteint certains seuils, on aura donné l'espoir, on aura rassuré les opérateurs, on aura rassuré également les partenaires, on aura rassuré aussi d'autres investisseurs. Mais tant que ça ne démarre pas, je crois que ça pourra encore nous ramener dans quelques incertitudes. Donc, en conclusion, au-delà de ce qui est énoncé, au-delà de ce qui est amorcé, au-delà du courage et de la vérité que le Premier ministre a fait, dont le Premier ministre a fait preuve devant la représentation nationale, il faut plutôt les moyens. Les zones économiques spéciales ont été initiées avec 3 objectifs. Oui. Diversifier l'économie, accélérer l'industrialisation et créer des emplois. Oui, créer de l'emploi, c'est vague, quoi. C'est-à-dire qu'en 2000, au mandat passé, le Premier ministre nous a dit qu'il va créer 100 000 emplois. On peut évaluer, vous voyez, il y a certains indicateurs, plus les objectifs. Et là également, si on nous dit, on a tel indicateur, mais le Premier ministre a déjà répondu à la question, bien sûr. Il a dit, quand le PND va arriver, tout sera dans le PND. Voilà. Donc, tout sera dans le PND. Et la façon aujourd'hui, il dit qu'il faut regarder, repenser la façon d'adoption du PND. Moi, on l'a fait avec le DCRP, par exemple. Les DCRP, c'est discuter dans les districts, ensuite dans les quartiers, et ça arrivait dans les préfectures. Mais depuis un moment, les intellectuels, les élus ont pris en otage ce processus d'adoption du PND. Et on a un PND qui arrive, 40% d'argent que les finances publiques vont donc être financées par les finances publiques et 60% du PND par les partenaires étrangers. Et là encore, il faut être sûr que... Mais pour mobiliser 60% des financements qui viendront de l'étranger. Mais pour parler des emplois, le gouvernement cette année a prévu quand même recruter les gens dans le ministère de l'enseignement, la santé également. Je crois que c'est aussi un peu dans les forces de l'ordre. Il y a un budget. J'en viens. Par la fonction publique. J'en viens. Je dis quand même que jusqu'aujourd'hui, il y a... Non, j'en viens. Laisse-moi d'abord évoluer. Je suis en train de donner l'information que déjà pour la fonction publique cette année, il y a 5 milliards qui a été prévu pour recruter. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de la création d'emplois si l'État congolais continue à devoir de l'argent aux entreprises locales.
Parce que ces entreprises locales, pour la plupart, sont asphyxiées financièrement, plusieurs ont fermé et d'autres ont licencié. Donc, voilà. C'est le secteur privé. Voilà. Donc il faut payer les dettes, il faut injecter de l'argent dans le secteur privé pour permettre à ce secteur de recruter, de créer les emplois. Et de recruter. Voilà. Et donc, si aujourd'hui l'État continue d'asphyxier, malgré le gouvernement, continue d'asphyxier ce secteur, quel que soit déjà quand vous constatez les 5 milliards pour le recrutement de la fonction publique ne représentent rien, et le président l'avait déjà annoncé qu'il n'y a plus de postes au niveau de la fonction publique. Donc il faut aller vers le secteur privé, il faut aller vers, j'ai envie de dire, le secteur informel, voir comment la formaliser, le formaliser et l'amener finalement au niveau qu'il faut. Si on ne fait pas ça, si on est, le gouvernement congolais, pour ne pas parler de la République du Congo, sur papier, c'est le meilleur élève. Voilà, c'est le meilleur élève. Vous parlez tout à l'heure de la décentralisation. On a à peu près 9 lois dans ce secteur de la décentralisation. Mais diable, jusqu'aujourd'hui, vous constatez que ça va timidement, sinon ça n'avance pas. Le Congo est meilleur sur papier. Le Congo a des lois qu'il faut. Le Congo a des instruments juridiques qu'il faut. Mais seulement, comme disait Jimmy tout à l'heure, la mise en œuvre pose problème. La mise en œuvre, ce sont les hommes qui sont là et qui souvent traînent les pas ou qui, pendant longtemps, surtout pour ceux qui séjournent au gouvernement depuis 10 ans, 20 ans, et qui trouvent le gouvernement comme un statut social aujourd'hui, et malgré leur bilan, vous imaginez que ces gens-là ne peuvent jamais servir la République, ils vont se servir, et c'est pour cela que rien ne marche. Voilà pourquoi on a parlé de l'investissement dans le capital humain. Que faut-il faire concrètement? Le premier, on a parlé d'ailleurs. Oui. Mais quand tu parles d'investissement de capital humain, nous, on a deux problèmes dans le pays. Il y a d'abord notre système éducatif, aujourd'hui, qui est en inadéquation avec les exigences du développement aujourd'hui. Il a préconisé l'organisation des États généraux. Oui, les États généraux ont eu lieu et les recommandations sont là. Aussi. Il y a des lois qu'il faut prendre maintenant. Et tout est en attente. En fait, il faut aller vite. Ça, pas des lois. Il faut aller vite aujourd'hui. Fortuna disait tout à l'heure, nous, on est bons sur le papier. Les lois vont arriver et tout ça, les process. Mais il faut aller vite aujourd'hui. Former des jeunes avec des profils qui vont avec le développement du pays. Absolument. Il faut des jeunes dans le numérique, il le dit, les jeunes dans le digital, les jeunes dans, en tout cas, des métiers innovants où on ne peut plus aller chercher des profils ou de la compétence à l'étranger. On continue à le faire aujourd'hui. Les Chinois qui arrivent, ils arrivent à leurs compétences et malheureusement, les choses n'avancent pas. Donc, je crois que dans le capital humain, après, il faut investir aussi dans je ne sais pas s'il faut investir, mais pas forcément pour mettre de l'argent. Les responsables, lui disait, les responsables, les dirigeants aujourd'hui, il faut qu'ils soient plus patriotiques. Hein, on a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes aujourd'hui dans ce pays. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il est ministre, lui et sa famille, bien sûr. Lui et sa famille, et puis bon, voilà, c'est leur affaire. Et tous ces jeunes-là qui représentent aujourd'hui plus de 65% de la population. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les générations futures dont on parle. Il faut éduquer le capital humain. Nous avons comme ça des ministères qui ont été créés dans ce cadre. Il faut qu'ils fassent leur travail. Il faut qu'il y ait de l'impact dans la mission confiée à ces ministères-là. Le capital humain, c'est tout ça. L'investissement dans le capital humain. Le capital humain, c'est un vaste chantier. Il ne s'agit pas seulement des recrutements qui sont opérés. Il faut repenser le système éducatif congolais. Si c'est ce que nous voyons avec des gens qui passent avec cette fort, avec des gens qui monnaient des notes, avec des notes sexuellement transmissibles, désolé de le dire, avec tout ce qu'il y a comme faiblesse dans notre système éducatif, je pense que ceux qui n'ont pas d'argent dans ce pays aujourd'hui mettent leurs enfants où? Dans le système éducatif public. Alors, il est dans des conditions lamentables. Ceux qui en ont un peu essaient de les mettre dans ce qu'on appelle les écoles privées. Même là aussi, beaucoup d'arnaques. Vous verrez qu'il y a des petits-enfants de 3 ans, 4 ans qui vont encore à l'école au moment où nous parlons. Oui. Pourtant, il fait froid, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui arrêter cela, le ministre de l'Enseignement avait interdit. L'année scolaire s'est achevée la semaine dernière. Il s'agit de faire payer le moyen de... Qui se paye d'ailleurs à la rentrée scolaire. Avec aussi une école, un système éducatif où vous avez 2 rentrées scolaires. Vous avez les privés qui font semblant de ne pas mettre la tenue, leur rentrée c'est en septembre, et puis le système public c'est en octobre. Ça se passe au-dessus de tout le monde. On voit comment il y a des incompétences criantes dans certaines administrations. Là, on parle de mobilisation de ressources au niveau des régies financières, mais avec quel capital humain? Avec des gens
qui hier étaient, c'est pas moi, enseignants dans une école primaire, se sont arrangés à s'insérer au trésor, ou bien, je ne sais pas, à la douane, ou je ne sais pas moi, au niveau des impôts. Non, il faut aujourd'hui qu'on fasse les choses de manière normale. Il n'y a pas de développement si vous n'avez pas des cadres bien formés. Tout commence par le capital. Tout commence par là. Un pays comme le Sénégal, on en parle aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas de richesses dont dispose le Congo. Mais ils ont quoi? Le capital humain. Très important. Très, très important. Il faut vraiment repenser le système éducatif. Arsène le dit, on fait les états généraux tout le temps. Mais pour quelle application? Ça se voit, ça se lit. Tout le monde voudrait avoir son enfant qui réussit, même par des moyens illégaux. Et alors, les conséquences, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec des cadres mal formés. Il a pris un exemple sur une grande école dont je n'ose pas donner moi aussi le nom, mais je suis au courant. On voit comment ça se passe. Les professeurs nous témoignent, nous disent comment ils sont fréquentés chez eux pour que, bon, ils puissent, un élève ou un étudiant puisse passer à une année supérieure. S'il n'y a pas donc cette revalorisation de notre système éducatif, comme on a connu dans les années 80, dans les années 70, où on sait que beaucoup d'Africains venaient étudier ici. Savez-vous que l'ancien secrétaire général de l'Union africaine a fait ses études ici à l'université Marien Ngouabi? De même que l'ancien président gabonais, Omar Bongo. Voilà. Donc vous voyez, donc le système éducatif congolais était une référence en Afrique francophone. Aujourd'hui, lorsque vous entendez parler quelqu'un qui est nanti d'un parchemin académique obtenu dans des conditions frauduleuses chez nous, vous avez l'impression que vous causez avec un élève qui n'a eu que son certificat d'études primaires. Donc il faut vraiment que l'on mette, si on veut vraiment que nous puissions aussi nous redresser, ce n'est pas seulement parler des finances. Ce n'est pas seulement parler par le capital humain. Il faut le capital humain. Tout commence par le capital humain. Tout commence par le développement. 19. Pratiquer l'éducation civique, le patriotisme et le vivre ensemble. C'est ce qu'on dit, c'est le capital humain, toujours, parce que là, vous constatez que quand on parle de l'éducation civique, c'est certainement vouloir produire et créer des patriotes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, des vrais citoyens. Mais tout passe par là. On se souvient quand on était encore à l'école primaire, puisque à nos âges, à l'école primaire, c'était encore la bonne école. On vous disait qu'il ne faut pas griffonner sur les murs, il ne faut pas prendre le bien d'autrui. Et c'est des choses que vous avez inculquées. Voilà, c'est ça. Mais si vous n'avez pas formé culturellement les citoyens, vous n'avez pas formé les citoyens appelés à servir l'État, à vivre que pour leur propre pays, n'attendez pas finalement qu'un jour, par un coup de bâton magique, les choses changent. Nous avons quel type de citoyens dans ce pays? Culturellement, quelle est notre identité culturelle? Comment peut-on aujourd'hui distinguer un Congolais à l'extérieur ou même chez nous-mêmes? Ce qui nous caractérise aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui nous caractérisent? Ce qui nous caractérise aujourd'hui, quand on parle du Congo, on voit la corruption. Quand on parle du Congo, on voit la tricherie au niveau légal. Quand on parle du Congo, on voit l'achat de diplômes à gauche à droite. Quand on parle du Congo, on parle de la pauvreté. Donc vous constatez qu'on n'a pas réussi, après les guerres, puisque finalement tout a été détruit depuis 97 à peu près, sinon on va bien avant 93 par là, mais on n'a pas réussi à reconstruire le Congolais. Or, tout développement passe par d'abord le capital humain. Si aujourd'hui, avec un monde qui évolue très vite, quelle est aujourd'hui la planification de la formation du gouvernement? Cette année, on attend combien d'ingénieurs dans tel domaine? Est-ce qu'en 2027, on aura combien d'ingénieurs? Aujourd'hui, il faut digitaliser. Mais on a formé combien d'ingénieurs pour ça, qui vont demain occuper les marchés dans le numérique? Le Congo, le gouvernement a envoyé les jeunes aller se former à Cuba, mais sans une planification. Ils entrent au pays, ils traînent, plusieurs traînent, ils n'ont pas de travail jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que en prévision des hôpitaux généraux. Oui, mais écoutez, donc la planification, le problème de planification, les autres qui l'ont compris, chaque année, ils forment par rapport aux besoins locaux. Nous aurons peut-être besoin de 10 000 médecins dans 20 ans. Nous aurons besoin de 10 000 ingénieurs dans tel secteur. Il faut commencer à former pour que le Congo ne soit plus dépendant des autres. Sinon, vous constatez que même dans nos quartiers, on préfère appeler un expatrié, pour ne pas parler de chinois, pour venir construire alors qu'il y a des Congolais, parce qu'on pense que la main-d'œuvre locale n'est pas assez professionnelle par rapport à la main-d'œuvre extérieure. Et simplement parce qu'on n'a pas réussi à former à avoir un capital humain professionnel et adapté aux réalités locales. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je crois que ça va. Ok. Toutes ces missions ne sont réalisables que si la paix est préservée
l'unité nationale et la stabilité politique. Et cela constitue la 17e mission énoncée par le Premier ministre, chef du gouvernement aujourd'hui. Je pense que là-dessus, il n'y a plus de doute. Les Congolais ont compris qu'il faut vivre dans la paix, en dehors de quelques soubresauts qui peuvent arriver dans le pays. Et les acteurs politiques à qui on attribue souvent ces soubresauts ont compris également, il y a très longtemps d'ailleurs qu'on a connu ce genre de choses, ce genre d'événements créés par des acteurs politiques. Tout le monde essaie d'être assez civilisé, hein, permettez-moi le terme, pour vivre ensemble, avoir son mandat, aller à l'Assemblée nationale ou aller dans les autres assemblées locales et travailler comme acteur politique. Mais après, s'il y a des couches à gauche et à droite qui résistent, qui pensent que le mouvement de la paix n'est pas entièrement revenu dans le pays, bon, les autorités doivent faire leur travail. Là, je parle à la fois de l'insécurité qui développe dans les centres urbains, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et un peu ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un vrai mouvement du côté des forces de sécurité qui sont en train de tasser le banditisme qui était assez croissant et assez inquiétant dans le pays. Des Koulouna, les bébés noirs, et grâce justement aux forces de sécurité, on a pu tasser cela et qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne revit plus. Mais non, aussi dans le pool, parlons-en, qui pendant des années sont restés dans une espèce d'île d'insécurité. Et en janvier dernier, il y a eu ces incidents-là de Mindouli, malheureusement. On a pu tasser et c'est déplorable malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que les acteurs politiques sont aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont au pays, sont aujourd'hui dans une certaine dynamique de vivre ensemble, de travailler, de faire la démocratie. Maintenant, il faut que chacun joue son rôle, évidemment. Sans paix, la paix, le manque de paix, c'est-à-dire le crépitement des armes, le bombardement et tout ça, ça nous a démontré dans ce pays qu'on a perdu, on a régressé, même sur le plan humain, on en parlait tout à l'heure, même sur le plan humain, on a tout perdu. Vous avez des enfants pendant les années qui sont restés dans le pool, 10 ans, 15 ans, il ne sait pas ce que c'est l'école. Il n'a connu que le bruit des armes, il n'a connu que le banditisme et il veut construire sa vie sur le banditisme. Il faut qu'on arrête maintenant avec ça. Il faut civiliser des pans de notre culture, des pans de nos générations, plutôt de nos districts, de nos villages, de nos cultures, pour aller vers ce vivre ensemble-là. Le vivre ensemble, c'est pas seulement les hommes politiques qui se tiennent la main, qui se disent, bon voilà, on peut prendre le champagne ensemble et tout, mais il faut penser aussi à l'arrière-pays, penser à ces populations-là qui ont enduré pendant des années les difficultés, l'absence de la paix. Il faut approcher. Quand on dit, par exemple, le 2026 peut coïncider à l'inauguration de l'hôpital de Kinkala, je crois que c'est pas peut-être une récompense, mais c'est une reconnaissance aujourd'hui des gens qui ont souffert, qui ont manqué de tout et qui ont aujourd'hui la route, qui vont avoir l'hôpital un hôpital général et peut-être d'autres services de l'État. Pourquoi pas la route Kinkala, Mindouli, ils ont droit à tout cela, c'est une récompense. C'est ça le vivre ensemble, plutôt que des gens qui se sentent un peu en dehors du processus de développement. C'est des gens qui sont entre Ouesso et Infondo, qui doivent se taper 2 jours, 3 jours dans des bus qui forcément parfois n'arrivent pas, et qui n'ont pas d'avion, qui n'ont rien du tout, qui souffrent, ces gens-là. Mais ça aussi, c'est des gens qui ont constaté des efforts. Si on va aller vers le vivre ensemble, l'unité nationale, il faut qu'il y ait l'égalité, la justice sociale, repartir la recherche, les ressources nationales à tout le monde de façon équitable. Ernest Timi, un mot sur la préservation de la paix, le vivre ensemble. Bon, moi je crois que de plus en plus, la paix chez nous, on a compris tous que généralement, elle est perturbée par une instigation des hommes politiques. Et dès lors que ceux qui semblent être à la manœuvre semblent avoir compris, je crois que si ce n'était que des citoyens, oui, il y a juste des petites histoires de banditisme urbain et autres, et que la police ou l'armée peut mettre fin, sans trop de difficultés. Et étant donné que les acteurs principaux semble avoir compris, je crois que cela ne devrait pas un jour faire l'objet d'un retour en arrière, d'autant plus que le Premier ministre parlant devant les députés a fait comprendre
que c'est l'un des chantiers, c'est l'une des missions, des 20 missions qu'ils ont à accomplir dans le cadre du mandat qui commence. Donc, autant d'éléments qui devraient rassurer davantage non seulement la pérennisation de la paix, mais également la stabilité et puis la confiance des investisseurs, la confiance des citoyens et puis le rayonnement du Congo au niveau tant national qu'international. Un dernier tour de table pour que vous nous disiez ce que vous avez retenu, qu'est-ce que le peuple peut retenir de cette présentation de l'action du gouvernement faite aujourd'hui par le Premier ministre conformément à la Constitution. Je commence par vous, Brony. Oui, vous l'avez dit, hein, c'est la Constitution qui l'oblige, il a respecté. Ce qu'il faut retenir, on le disait tout à l'heure, c'est l'attitude d'un Premier ministre qui s'est montré assez courageux, assez en phase avec les préoccupations de la population, et un Premier ministre qui, dans l'humilité, reconnaît les failles d'hier et se donne la mission de tout mettre en œuvre pour corriger ce qui n'a pas marché hier. Parce que vous savez que quand on est un homme politique et quand on est face à de telles difficultés, parfois on a du mal à être sincère, soit pour ne pas apeurer la population, s'aimer la piscose, et soit encore parce que finalement, il faut faire plaisir aux partenaires internationaux. C'est pour cela, à un moment donné, parfois, ils sont obligés de ne pas vraiment dire la vérité. Donc, on était face à un Premier ministre aujourd'hui qui a démontré qu'il a beaucoup appris aussi pendant les 5 ans passés, finalement, qui est en train de mettre en place une politique, pas seulement pour 5 ans, parce que les réformes, pour mûrir, parfois il faut aller au-delà de 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans des réformes. Mais simplement, il a dit clairement qu'il faut mettre en place des projets prioritaires, mais pas trop de projets, parce qu'avec la santé financière du Congo qui est encore beaucoup plus fragile, il faut donc éviter d'avoir trop de projets pour être incapable de réaliser. Donc on est dans cette optique-là. Maintenant, pour ce qui concerne la paix, oui, il a bien fait de le rappeler. Parce que le président de la République le dit tout le temps, souvent ça paraît comme un simple slogan. La BAD aujourd'hui, la Banque africaine de développement qui a 64 ans aujourd'hui, jusqu'ici n'a pas pu réaliser ses objectifs, entre autres causes, l'instabilité institutionnelle. Il y a l'instabilité institutionnelle, il y a les crises à gauche et à droite, les conflits armés au niveau de l'Afrique. Donc si on veut réellement aller vers le développement, il faut préserver cette paix, on va dire, juridiquement parlant, mais il faut aussi aller vers une véritable paix sociale, la redistribution des richesses d'une manière équitable. Mais sinon, la paix en soi, le Congo aujourd'hui peut être fier de ne pas être dans l'instabilité, j'ai envie de dire, politique, même si on a constaté l'absence des grands partis politiques à la dernière élection présidentielle. Sinon, je crois qu'il faut la préserver si réellement nous voulons aller vers l'avant. Alphonse, votre mot de la fin? La question que je me pose, c'est vouloir sortir du cadre où le programme national de développement doit être le fait de l'exécutif, pour l'amener, n'est-ce pas, au niveau des élus, au niveau de la chambre basse et de la chambre haute. Je peux me demander, est-ce que cela sera vraiment efficace? Parce que ceux qui sont aussi là-bas au niveau du Parlement, est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour pouvoir vraiment étoffer un véritable PND? Ça, c'est ma question. C'est un tout petit peu comme si vous demandez au peuple congolais de faire le classement de l'équipe nationale des Diables Rouges. Je pense que ceux qui n'ont pas l'expertise, chacun fera son classement et je crains que cela n'aboutisse parce que Arsène a évoqué le dérespect. On a vu qu'on a essayé, n'est-ce pas, d'attirer toutes les intelligences nécessaires, mais avec quel résultat? Donc je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités en concordant, n'est-ce pas, un PND qui est adéquat. Si c'est lui qui a été présenté trop technique, il va falloir maintenant essayer de trouver le juste milieu pour que le Congo soit sur la voie de la relance. Oui, en conclusion, peut-être je retiendrai un mot que le Premier ministre a utilisé, c'est le mot de la continuité. La continuité qui s'est manifestée par la réélection du président de la République, 94,90%, et puis la continuité parce qu'il y a eu des acquis dans ce qu'il veut faire. C'est un grand mot. Le Premier ministre a insisté, il dit, on ne change pas de trajectoire, on reste sur la trajectoire. Je suis d'accord avec lui quand il s'agit des acquis, les efforts qui ont été faits, les gens ont été résilients dans ce pays, on a consenti beaucoup de choses,
Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, si la trajectoire qui reste la même ou la continuité qui reste la même consiste à rester dans tout ce qu'on a dénoncé le long de cette émission, les antivaleurs, la corruption. Donc on veut avoir une action du gouvernement assez forte, assez rigoureuse pour lutter contre toutes ces antivaleurs, que ce soit en bande organisée, que ce soit en individu. Il faut que le gouvernement qui dispose de tous les moyens, la justice, la police, la gendarmerie, fasse son travail pour que les biens publics soient respectés et pour que enfin quand même, puisqu'on parle de la relance économique, que toutes ces balises-là soient assez visibles pour le Congolais lambda. Ernest Blanchard. Bon, moi, je crois qu'au-delà du rituel constitutionnel, il faut d'abord reconnaître que c'est un message de vérité, c'est un tableau réaliste qui a été peint, et il faut aussi reconnaître le courage d'avoir reconnu les limites, reconnu les limites observées dans la mise en œuvre du plan gouvernemental qui a été lancé le 21 juin 2021. Merci Ernest, merci Alphonse, merci Arsène, merci Bourri. Merci chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes au terme de cette tribune spéciale organisée à la faveur de la présentation de l'action du gouvernement ce jour devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, conformément à l'article 103 de la Constitution de notre pays. Encore une fois, merci et nous espérons avoir répondu à certaines de vos préoccupations. Bien sûr à vous. Prenez soin de vous et au revoir.